Je voudrais vous conter comment, par quelle voie, par quelle démarche de pensée, j'en suis venu à prendre parti en tant que psychanalyste pour la loi présentée sous le nom de mariage pour tous. Je dirais que j'en ai été le premier surpris. Peu auparavant, j'étais bien décidé à ne pas m'en mêler. Je voyais en effet des sensibilités à vif et je pensais, il n'appartient pas à un psychanalyste de mettre du sel sur les plaies. Cependant, mon agacement grandissait de voir des confrères, eux, s'engager résolument contre le projet de loi, et je les voyais le faire au nom de la psychanalyse et souvent aux côtés d'hommes d'église ou de religieux, et cela me paraissait une instrumentation ou instrumentalisation illégitime de notre discipline. Le catalyseur de mon engagement, ce fut simplement le courriel d'un journaliste du Nouvel Observateur, M. Éric Eschiman, que je n'avais jamais rencontré qu'une fois auparavant, et enfin dans la cour de l'école normale supérieure, nous nous étions serrés la main, qui m'adressa le texte du manifeste promu par cet hebdomadaire en faveur du mariage pour tous. Cet organe de presse, le Nouvel Observateur, n'avait pourtant à mes yeux rien de recommandable. Depuis un demi-siècle, le Nouvel Observateur avait ignoré ou brocardé Jacques Lacan, sa doctrine, ses élèves, et Lacan n'avait pas caché le peu d'estime qu'il avait pour un Jean Daniel. Ceci est publié. Cependant, je répondis oui dans l'instant. J'étais engagé et soulagé. Pourtant, il y a une dizaine d'années, quand on commença à parler du mariage, de mariage pour les homosexuels, je riais. Je pensais à cette fable de La Fontaine, le paon se plaignant à Junon. Le paon est un animal qui m'est cher, puisque je faisais partie du cercle des amis des Deux Santis, que certains ont connus, et ils exigeaient de leurs amis qu'ils choisissent un animal. Et j'avais choisi le paon pour deux raisons. D'abord parce que j'étais attaché à la discrétion, et deuxièmement parce que j'aimais ce bruit. Pan. Le paon, donc, aurait voulu avoir une jolie voix. Mais Junon, sa maîtresse, le rembarrait. Elle censurait sa jalousie. Vous me permettrez de lire, je ne la connais pas par cœur malheureusement, cette fable. Oiseau jaloux. Et c'est à ça que je pensais quand j'ai entendu parler pour la première fois du mariage pour les homosexuels. Oiseau jaloux qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter alentour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie qui te parade, qui te déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Oui. Donc, les amours qui ont sauté, mais bon. Les amours des homos étaient clandestins, certes, n'étaient pas reconnus par la société, mais ils avaient en partage des jouissances plus nombreuses, plus vives, plus intenses que les hétérosexuels. Ils échappaient aux servitudes du mariage, que mon épouse qui est dans la salle veuille bien me pardonner. Pourquoi réclamer des chaînes et se ruer dans la servitude? Proust, Genet, Foucault, mariés, l'idée me paraissait saugrenue. Ils avaient su si superbement exprimer la fraternité des damnés.
je défendis cette position à la télévision, je m'en souviens, où j'allais très peu souvent. Pierre Berger était à ma gauche, comme vous, monsieur le sénateur, et il m'approuva chaleureusement. Voilà où nous en étions. Qu'est-ce qui m'a fait évoluer? Premièrement, j'ai compris que cette revendication n'était pas une parodie, comme il m'avait semblé d'abord, comme celle qu'on trouve dans le balcon de Genève, un faire semblant, que cette revendication était formulée dans les termes du droit et qu'elle mettait en question l'égalité des conditions dans un domaine où, en effet, elle n'avait pas pénétré. Le mariage républicain, jusqu'ici, reste un mariage profondément informé, modelé par le mariage religieux. Et donc j'ai compris que les homosexuels nous appelaient à encore un effort pour être vraiment laïques et découpler le mariage républicain de ce qui a toute raison de subsister, le mariage religieux. Deuxièmement, on comprend que si le mariage est d'institution divine, on puisse considérer qu'il soit né variéture, mais s'il est d'institution humaine, j'avais assez fréquenté Georges Dumézil, et précisément au moment de la sortie de son livre sur les mariages indo-européens, pour saisir la contingence de l'institution. Et enfin, troisièmement, mon sentiment de psychanalyste. J'ai rencontré Lacan, ça fera en janvier prochain 50 ans. Je me suis voué à mettre en forme et à répandre son enseignement un demi-siècle. Je ne prétends pas parler pour lui. Son fils, qui me fait l'honneur d'être dans cette salle, par exemple, m'a dit qu'il pensait que son père n'aurait pas été favorable à ce projet de loi. Donc je ne prétends pas parler d'aucune façon au nom de Jacques Lacan. J'ai créé 7 écoles de psychanalyse dans le monde, j'ai fondé l'Association mondiale de psychanalyse, je l'ai dirigée pendant 10 ans, je ne suis plus responsable d'aucune de ces institutions, je ne parle pas au nom de ces institutions. Je suis membre de l'école de la cause freudienne, ces membres semblent en grande majorité favorables à ce projet de loi, mais cette institution a décidé de ne pas prendre position en tant que telle, donc je ne parle pas au nom de l'école de la cause freudienne, je parle en mon nom. Et en mon nom, je dis ceci. Le principe majeur dégagé par l'expérience de la psychanalyse qui a maintenant un siècle et qui a été formulé par Jacques Lacan est, je le dis tel quel, il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut entendre dans la vie, dans l'inconscient, qui n'est qu'une façon de vivre sa vie en l'interprétant, et les êtres parlants ne peuvent pas vivre leur vie sans incessamment l'interpréter. Eh bien, dans la vie telle qu'elle est vécue, il n'y a pas de rapport entre les sexes qui soit préétabli. Sans exception, les êtres parlants ont à inventer leur rapport sexuel, et c'est ce qui les distingue des animaux, où le rapport sexuel est programmé, où le rapport sexuel est toujours typique d'une espèce. Comme s'il y avait là, pour les êtres parlants, comme un trou dans le programme. On dira, mais au niveau des gamètes, pourtant c'est complémentaire. Mais par rapport à ce dont il s'agit, c'est-à-dire la sexualité telle qu'elle est vécue, les gamètes n'en sont pas plus proches que les planètes.
chaque petite fille, chaque petit garçon a à inventer sa façon d'imaginer, d'approcher ou de fuir son sexe et l'autre. Il n'y a pas, au niveau de la vie inconsciente, de complémentarité ni d'harmonie. On objectera les couples heureux, par exemple. Et on dira, comme psychanalyste, vous ne connaissez que les couples ratés. Je me souviens du temps où le Parti communiste français offrait aux masses l'image de couple parfait. C'était Maurice et Jeannette, et c'était aussi Aragon et Elsa. Malheureusement, à peine Elsa enterrée, on découvrit que les penchants de Louis, longtemps réfrénés par la poigne de la Russe, se donnaient libre cours dans un sens qui surprit et qui valut d'ailleurs récemment à un écrivain de se voir censuré, puisqu'il avait raconté comment Aragon s'était présenté devant lui, qui était jeune alors, dans une robe de chambre rouge, et qu'il avait l'intention de se faire sodomiser par son admirateur. Excusez-moi de prononcer ce mot. L'exaltation de la femme est souvent le propre des maris homosexuels. Un homosexuel peut choisir mâle, peut choisir au moins une de l'autre sexe pour l'amour, et un amour d'autant plus exalté qu'il trouvera la jouissance auprès de multiples petits garçons, hommes, et donc témoignant d'une disjonction de l'amour et de la jouissance. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport sexuel dans l'espèce humaine explique justement qu'on l'invente, et qu'il y a eu qu'il y a bien des façons d'inventer le rapport sexuel chez les êtres humains, et qui évoluent. Dieu est fixiste, et alors on nous reprochera d'être relativiste. Je dirais que les progressistes, là, sont plus réalistes. Ils pensent simplement que l'homme ne naît pas complet, qu'un manque l'habite. Jean-Jacques Rousseau, qui était un optimiste pour l'histoire humaine, non pas pour son propre sort, Jean-Jacques Rousseau parlait de la perfectibilité. Hegel, lui, explique l'histoire humaine dans sa phénoménologie de l'esprit, par le décalage entre la vérité et le savoir. Et Lacan, lui, l'explique par le langage quand il dit le mot est le meurtre de la chose. C'est-à-dire qu'avec le langage, finalement, on a beaucoup de mal à attraper les choses. Et que métaphore et métonymie incessamment déplacent ce que nous voulons dire. Que notre intention est continuellement déviée et que le langage ne colle pas aux choses. Eh bien, tout ça fait qu'en effet, il y a une histoire humaine, il y a une évolution, il y a des inventions. Et il est trop normal qu'on craigne le nouveau quand on est habitué à l'ancien. Et ça n'est facile pour personne, bien entendu. Il se trouve aussi que l'on constate que la jouissance fait toujours intrusion pour l'être humain comme par effraction. Il n'y a pas de bonne rencontre avec la jouissance, et aucun plan, aucun programme, aucune bonne intention, que ce soit du législateur le plus puissant, ne peut ici organiser l'existence sans qu'il ne s'y glisse cette paille qui est une certaine façon de jouir qui vous distingue entre tous. Et je ne demande à personne ici de confession. L'humanité, une partie de l'humanité s'analyse,
Et elle s'analyse aussi pour ceux qui ne s'analysent pas, parce qu'ils parlent des autres, n'est-ce pas? Bon. Donc, là, je crois que l'idée même, ce qui dépérit parmi nous, c'est l'idée même du normal. La croyance dans la normalité est quelque chose qui parmi nous dépérit. L'Église catholique romaine s'est portée aux avant-postes du combat contre le mariage homosexuel, non seulement en France, mais dans tous les pays. Néanmoins, si la position théologique peut paraître invariable, l'Église catholique, il faut bien dire, menée par des Italiens, n'est-ce pas, depuis fort longtemps, a donné au contraire l'exemple d'une extraordinaire flexibilité et adaptation. C'est bien par le mot d'aggiornamento qu'on qualifie cette conduite. Je pense qu'il y a eu un excès de la part de l'Église catholique ces derniers temps. Est-ce dû à la direction reçue d'un pape allemand? Je ne sais pas. Mais je parierais, puisque c'est ce soir la première séance, le premier vote du Concile, moi je parie que nous aurons un pape italien. Et je parie que ce pape... C'est assez facile, Paris. Ah ben si vous pariez avec moi, je veux bien, mais je parie que nous aurons un pape italien et je parie que nous aurons un pape qui saura modérer les excès de la période précédente et qui saura reconnaître qu'il faut se mettre à jour. En tant que psychanalyste, je ne vois aucune menace pour la société dans le mariage homosexuel. Je vois au contraire la chance que soit levée pour des jeunes homosexuels qui souffrent encore d'une stigmatisation. Je vois la chance pour eux, au contraire, de rejoindre, de quitter la fraternité des damnés pour rejoindre la fraternité républicaine. J'ai réservé le thème pour la discussion. J'ai abordé dans la déclaration liminaire ce qui est pour moi la toile de fond de la question. Et je crains sur la question des enfants d'être peut-être de choquer. J'entends qu'on s'élève par exemple contre la marchandisation. On s'inquiète de la dévalorisation de l'enfant qui serait ainsi fétichisé, qui serait un objet pour la distraction. Mais je me demande, quand j'entends ça, j'ai le sentiment que nous n'avons pas vécu la même histoire du monde. Ce serait le moment, par exemple, pour ces associations qui défendent les anciens esclaves de se manifester. Le commerce de l'être humain est une chose aussi vieille que l'humanité. Elle n'a pas attendu pour se produire les temps récents. Il n'y a pas si longtemps, on célèbre, je voyais un livre récent qui célébrait le congrès de Vienne de 1815 comme un grand événement qu'il a été en effet de la stabilité politique européenne. Mais à l'époque, on se passait les peuples de prince à prince sans leur demander leur avis, n'est-ce pas? On vendait des populations. Et c'est là-dessus que pendant des siècles s'est construit l'ordre de l'Europe, sur le commerce des peuples par leurs maîtres. Donc, ça n'est pas un phénomène dû aux excès du capitalisme contemporain qu'aujourd'hui, en effet, on constate une marchandisation qui est aux origines même de la civilisation.
Les premières lettres qu'on trouve tracées, c'est sur les jarres de marchands pour les distinguer les unes des autres en Phénicie. Bon. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup de peine à entrer dans un débat qui me paraît marqué par ou l'ignorance ou une hypocrisie fabuleuse. Bien sûr que l'être humain est une production de l'être humain. Si on cherche d'ailleurs dans les verbes fondamentaux que repère Heidegger dans le vocabulaire philosophique, on ne peut placer la naissance d'un être humain que du côté de la production. C'est une production. Et une des grandes tâches du pouvoir politique a depuis toujours été de réguler la production d'êtres vivants. Et quand Michel Foucault a proposé son concept de biopolitique, on peut dire que depuis toujours, la politique est avant tout biopolitique. Quand on dit qu'on a assuré le bien-être et la vie des populations, on fait de la biopolitique. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a d'une part un certain nombre de nouveautés scientifiques qui permettent de rendre fertiles des ventres qui ne l'étaient pas. Et on voudrait établir par le droit, c'est-à-dire par des fictions juridiques au sens de Bentham, on voudrait établir quels sont les bons et qu'ils méritent et ceux qui ne méritent pas d'être fertilisés. Je doute simplement que nous ayons des fictions juridiques suffisamment puissantes pour résister aux moyens scientifiques dont nous disposons. Et à cet égard, je crois qu'il faut se faire à l'idée, mais il est difficile pour moi aussi. J'explique d'où je suis venu. Je riais de tout ça. Bon, je ne me suis pas indigné, c'est pas mon genre. Je suis très ami avec Bernard-Henri Lévy, lui s'indigne. Il sait s'indigner. J'admire ça parce que moi je ne m'indigne plus. Je ne m'indigne plus, je regarde les forces qu'il y a dans le monde. Lui, je le comparais à Bossuet, Bernard-Henri Lévy, moi je suis spinoziste. Spinoziste, ça consiste à dire la pierre tombe parce qu'elle est lourde. L'araignée fait sa toile. Parce que c'est sa nature. Et on ne lui fera pas faire autre chose à l'araignée. Donc il s'agit simplement de combiner des forces pour que le résultat soit celui qu'on souhaite. Or, il existe dans le monde ce qu'une universitaire de Harvard a appelé déjà il y a 6 ans « the baby business ». J'ai bravé le temps horrible qu'il fait, et sans prendre de cartable, pour vous apporter ici ce livre, The Baby Business, de Deborah Elspar, Harvard Business School Press. Ce ne sont pas des idéalistes, à Harvard Business School. The Baby Business, How Money, Science and Politics Drive the Commerce of Conception. Le commerce de la conception. C'est pas pour demain, c'est déjà là. Dans le monde entier. Alors, il me semble que on peut trouver ça révulsant, mais très bien, c'est dans sa chambre qu'on peut trouver ça révulsant. Si nous sommes des hommes politiques responsables, nous avons à constater que ça existe en dehors de nous, que ça s'est installé dans le monde. Et je croirais recommandable, si on me demande mon avis, de s'approcher, d'accepter le fait accompli pour le réguler. Donc, si j'ai hésité, je ne suis pas entré sur cette question de l'enfant, c'est que je me sens en décalage avec l'ensemble de ce que je lis et ce que j'entends, que je trouve marqué d'un idéalisme que Kant appelait Schwarmrei. Qui n'est pas une injure, qui veut simplement dire des rêveries de visionnaires. Ce sont des rêveries. La réalité, c'est ça. Je ne sais pas si le livre a été... Je l'ai en anglais, il est paru en 2006, je ne sais pas s'il a été traduit.
Il est possible que les éditeurs français aussi préfèrent qu'on ferme les yeux. Donc, si je ne l'ai pas abordé dans ce discours liminaire, c'est parce que j'aurais craint là j'ai préféré prendre par un biais où je pouvais réaliser une certaine captatio benevolentiae, captation de bienveillance, comme on recommande dans les traités de rhétorique. Là, je pense que je heurte davantage de préjugés. Alors, du point de vue psychanalyste, alors je n'ai pas répondu en tant que psychanalyste. Si vous voulez, bien entendu, il y a des enfants élevés par des couples homosexuels qui vont parfaitement bien, et tout le monde connaît des enfants élevés par des couples hétérosexuels qui vont très mal. Je défie quiconque là de faire des statistiques. Le problème dans le domaine où j'exerce, moi je me considère comme un rationaliste. Il n'y a pas plus rationaliste d'ailleurs que Spinoza. Mais ce qui est passionnant, c'est que justement, les relations de causalité que nous connaissons dans le monde ne valent pas là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, si on a tel phénomène, il sera la cause nécessaire de tel effet. Qu'est-ce qui fait parler d'inconscient? C'est qu'il y a une rupture de causalité. C'est qu'à un moment, il y a un trou noir, et nous travaillons avec ce trou noir, et nous ne savons jamais exactement, nous ne pouvons pas savoir si nous faisons telle chose que nous obtiendrons tel effet. Donc il faut y aller très doucement, d'où la prudence des psychanalystes, parfois le fait qu'ils aiment bien se tenir sous la table plutôt que par-dessus, c'est une déviation, mais qui a sa raison d'être dans cette difficulté-là, que le trou noir de la rupture de causalité. Mais au fond, c'est ce que connaît aussi le général. Quand je ne sais plus qui disait que faire la guerre, c'est qu'on pousse une porte dans une chambre noire et qu'on ne sait pas comment ça va tourner aussi. On est dans l'élément de la contingence et pas de la nécessité. Nous travaillons avec ça, ce qui rend très difficile de donner des conseils, quand on est psychanalyste, de donner des conseils à des hommes politiques, mais dans une certaine zone, on peut le faire au moins. Et je dirais, le premier conseil, c'est ouvrir les yeux. Ne vous racontez pas des histoires. Ça ne ressemble pas à hier. Il y a des éléments constants comme cette marchandisation de l'homme. Il faut d'abord reconnaître que c'est là depuis le début. L'esclavagisation. C'est quand même comme ça que Hegel aussi commence sa phénoménologie de l'esprit, le rapport du maître et de l'esclave. Bon, donc il ne faut pas se raconter des histoires qu'il y a un temps où tout le monde, le jardin d'Éden, c'était pour Adam et Ève, et c'était un couple hétérosexuel parfaitement constitué. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Enfin.